Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pascal de Suter. Bonjour Pascal. Bonjour. Mais avant tout, si vous me découvrez, que vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action et à oser changer de vie. Et aujourd'hui on est avec Pascal qui est docteur en psychologie, qui est sexologue, qui est également conférencier, qui a écrit plusieurs livres, dont un avec ta compagne qui s'appelle Julie Duchemin, et le livre s'appelle Les 12 lois universelles pour du bonheur amoureux et sexuel. J'ai eu le plaisir de te découvrir via l'émission Marié au premier regard que j'ai adoré. Et du coup, je vais te poser quelques questions par rapport à l'amour, parce que c'est ton domaine, je pense. Bien sûr. L'amour et la sexualité. Ok, top. Du coup, première question que je voulais te poser, finalement, sans spoiler l'émission, c'est quels seraient les secrets d'alchimie entre deux personnes qui fait que deux personnes qui se rencontrent peuvent créer une relation amoureuse. Est-ce qu'il y a des secrets par rapport à ça? Disons que vraiment l'alchimie, donc c'est la partie un peu magique, parce que l'alchimie, c'est pas la chimie, c'est pas une science exacte. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Avec des personnes, on sent quelque chose de particulier, avec d'autres, on ne le sent pas. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est sur le long terme des profils de personnalité qui fonctionnent bien et des profils qui fonctionnent moins bien. Typiquement, il semblerait que les profils trop différents, même trop opposés, c'est plus difficile sur le long terme. Par exemple, une personne qui est très généreuse avec une personne qui est très avare, ça va être difficile. Une personne, par exemple, qui bouge beaucoup, qui est hyper active avec une personne très calme, ça va être compliqué aussi. Quelqu'un, par exemple, qui adore le rangement et que tout doit être impeccable avec quelqu'un qui, par contre, aime bien un peu être bohème et désordonné, c'est aussi compliqué. Pourquoi? Parce que ces différences font que sur le long terme, on finit par beaucoup avoir de conflits, de disputes parce qu'on fonctionne différemment. Donc, en général, sur le long terme, les couples qui ont un mode de fonctionnement relativement similaire, on dit qu'il y a des couples plutôt similaires et des couples complémentaires, eh bien, en moyenne, semble-t-il, les couples similaires ont plus de chances de tenir sur le long terme. Ok. Pourtant, on dit que les opposés s'attirent, mais du coup, c'est pas vraiment une on s'attire, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rester ensemble. Même chose avec des gens qui sont très différents de nous. On peut vraiment avoir une forte attirance pour quelqu'un qui est fascinant parce qu'il est très différent. Vous avez par exemple une personne qui vient d'un pays exotique, qui parle une langue différente, qui est vraiment très différent de nous. Ça va nous attirer parce que c'est mystérieux, c'est une découverte, c'est stimulant, c'est excitant. Mais sur le long terme, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas été élevé dans les mêmes conditions, on n'a pas le même langage de l'amour, ce qui fait que sur le long terme, ça fait beaucoup plus de tension et plus de séparation. Globalement, en général, c'est plutôt des gens qui se ressemblent, qui s'assemblent, comme on dit. Sur le long terme, semble-t-il, ça fonctionne mieux. D'accord, super. Et du coup, est-ce qu'il y a des secrets qui permettent à des relations de longue durée, de plusieurs années, de rester ensemble? Est-ce qu'on peut garder, selon toi, cette alchimie, ce désir qu'on peut avoir au début de la relation, le garder sur le long terme? Ou c'est quelque chose qui est amené à disparaître au fur et à mesure du temps? Eh bien, je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose que je développe de plus en plus aujourd'hui, c'est d'expliquer aux personnes que la croyance, par exemple, que l'amour dure que 3 ans est une fausse croyance. L'amour peut durer extrêmement longtemps, mais il y a quand même une condition fondamentale, et c'est un secret que je peux vous partager aujourd'hui, c'est l'investissement que vous mettez dans votre relation amoureuse. Beaucoup de personnes s'imaginent que quand on est amoureux, eh bien ça va continuer comme ça et ça va être super. Et à ce moment-là, effectivement, ça chute parce que l'énergie qu'on met au début pour séduire l'autre, une fois que l'autre est acquis, d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit avec Julie Duchemin, Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, je parle de la loi de l'acquis. Eh bien, si la personne est acquise, qu'on ne fait plus d'efforts pour la séduire, à ce moment-là, effectivement, le sentiment amoureux va retomber. Par contre, si on investit, c'est un investissement comme investir dans la bourse ou investir dans l'argent. Si on investit dans son couple, qu'on met de l'énergie, on a des chances que ça se maintienne sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Quel est un des secrets justement que tu peux partager pour permettre de garder cette belle énergie entre deux personnes? Eh bien, je pense que c'est de se poser régulièrement la question, et je dirais presque tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour séduire, charmer, reséduire, recharmer mon ou ma partenaire. Plutôt que de se dire, voilà, c'est comme d'habitude. Et aussi, une autre question, on peut se poser la question, comment je me sentirais si je perdais cette personne?
D'ailleurs, les gens l'expérimentent. Parfois, quand il y a une grosse dispute, eh bien, on se réconcilie. Si on se réconcilie, eh bien, c'est beaucoup plus passionné par la suite. Ou bien quand on a été séparés pendant quelques jours. Parce que l'amour a besoin d'oxygène. Donc, quand on fait un peu une séparation, ben, qu'on se retrouve, après, c'est plus fort. Eh bien, c'est de vous poser la question, parfois, si je perdais la personne que j'aime, comment est-ce que je me sentirais? Et à ce moment-là, on dit, ben, je serais malheureux, ça me ferait de la peine. Eh bien, à ce moment-là, on va remettre une énergie positive dans ce couple-là, plutôt que considérer les choses comme acquises, que voilà, il n'y a rien à faire, il est là, elle est là, et on ne s'en soucie plus trop. Top. Et du coup, qu'est-ce qui fait, selon toi, que depuis toujours, en fait, l'être humain a toujours désiré être en couple? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça en tant que docteur en psychologie? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin d'être vraiment à deux, de co-créer avec quelqu'un et d'être en couple? Eh bien, je vais te surprendre, je ne pense pas que c'est un besoin. Non? Je pense que personne n'a besoin de vivre en couple. D'abord parce que mon concept de besoin est très particulier. J'estime qu'un besoin, c'est quelque chose qui est presque vital. On a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture. Je ne pense pas qu'on a besoin de vivre en couple. En plus, je ne pense pas que le couple a toujours existé. Je pense, quand on voit la structure de fonctionnement de nos plus proches cousins, qui sont les bonobos et les chimpanzés, ils ne vivent pas en couple. Les gibbons vivent en couple, mais la plupart des primates qui sont proches de nous ne vivent pas en couple. Il y a plutôt soit, comme chez les gorilles, un harem, c'est-à-dire un mâle dominant avec des femelles, plusieurs femelles, et d'ailleurs dans de nombreuses cultures, la polygamie est généralisée. Il y a plus de cultures sur la planète où c'est la polygamie que de cultures où c'est le couple. Donc cette idée de couple qui a toujours existé, qui est normale, c'est une création sociale. C'est-à-dire qu'on nous éduque depuis tout petit qu'il est normal de vivre en couple. Maintenant, c'est effectivement un choix de vie pour la plupart des gens, qui peut s'avérer un magnifique choix de vie heureux, à condition d'y mettre, comme je dis, la bonne énergie. Et donc effectivement, aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes rêvent un petit peu d'être en couple, mais certaines personnes ne sont pas faites pour vivre en couple. Et donc, vaut mieux à ce moment-là rester seul plutôt que faire du mal à quelqu'un d'autre. Les personnes qui choisissent de vivre en couple, je le dis et je le répète, c'est quelle énergie physique, mentale, combien de temps vous voulez mettre dans votre couple. Parce qu'un couple ne peut pas fonctionner si on n'y met pas un minimum d'énergie. On ne peut pas dire juste on se met en couple et puis tout va être bien, magnifique. Non, si on veut faire le choix du couple, et c'est un choix, il faut choisir aussi un couple sur mesure. Je pense que beaucoup de personnes se mettent parfois dans des schémas tout faits. Par exemple, ils vont dire quand on est en couple, on fait tout ensemble. C'est très bien pour des gens qui sont fusionnels et ils peuvent être heureux comme ça. D'autres personnes, dangereux, non, de faire ça. Pas spécialement. Enfin, être tout le temps, je pense qu'effectivement, ça peut parfois, on peut s'étouffer un petit peu. Mais il y a des profils de personnalité pour qui le fusionnel fonctionne bien. D'autres personnes, par contre, ont besoin de beaucoup d'espace. Et il y a d'autres personnes, c'est parfois l'autre extrême, c'est qu'ils vivent en couple, mais ils font rien ensemble. Oui, ils ont des enfants, mais à la limite, c'est l'un qui s'en occupe et l'autre pas du tout. L'un a sa carrière à droite, l'autre a sa carrière à gauche, et il n'y a plus aucun point commun. Et si on ne met plus aucune énergie en activité commune, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste du couple? C'est juste parler des factures, parler des devoirs des enfants et rien d'autre. Non, je pense que si on veut que le couple dure aussi, c'est important que le couple a des projets communs ou a des choses qui les motivent à deux de faire des activités communes. Donc on peut être heureux sans être en couple. Tu connais des gens, toi, qui ne sont pas en couple, qui vivent le choix de vivre seuls, mais qui sont quand même heureux, qui se sentent remplis comme s'ils étaient oui, bien sûr. Alors, je ne dis pas que c'est la généralité, c'est quelques minorités, mais il y a des personnes qui... C'est rare, en général. Ils ont toutes d'autres formes... Oui, c'est rare, mais ils ont d'autres formes de bonheur. Soit ils ont un bon réseau social, ils ont beaucoup d'amis, ils ont des parents... soit il y a des gens qui ne sont pas en couple mais qui ont quand même de la sexualité avec des partenaires, ce qu'on appelle des sex friends ou bien même parfois des partenaires occasionnels, donc on peut avoir une vie sexuelle, même une vie affective et ne pas vivre spécialement en couple. Alors on est d'accord, c'est une minorité parce que notre société nous conditionne à vivre comme ça, mais c'est parce que dans une minorité, pour autant je porte un jugement là-dessus. Maintenant, la plupart des gens souhaitent vivre en couple parce que normalement, et c'est ça l'idée du couple, c'est que on est mieux en couple que seul. Et si on est mieux en couple que seul, eh bien parce que je pense qu'on peut partager quelque chose avec quelqu'un. D'abord, on peut partager une sexualité avec une personne avec qui il y a un lien qui s'établit. C'est sûr qu'on peut avoir de la sexualité en dehors du couple, on peut avoir des aventures multiples, mais les gens d'ailleurs qui vivent ce genre d'expérience, notamment grâce aux applications, on peut multiplier les partenaires. À un moment, il y a une sensation de vide que disent ces personnes. Tandis que je voulais te demander justement s'il y avait... Si c'était quelque chose justement qui faisait vraiment du bien ou si à la fin c'était plus quelque chose qui pouvait nous perturber qu'autre chose. Quoi? D'avoir plusieurs relations, sex friends. Est-ce que vraiment les gens qui font ça sont d'après toi épanouis? Je pense qu'il y en a qui sont épanouis à condition qu'ils l'assument, à condition qu'eux-mêmes sont en harmonie avec ça et qu'ils ont aussi une honnêteté vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent et qui disent voilà, l'objectif c'est d'avoir
de l'amitié, éventuellement de la sexualité, mais je ne souhaite pas m'établir en couple. Et je trouve même que c'est préférable plutôt que former un couple et en fin de compte ne plus être friend et avoir parfois plus de sexualité, parce que beaucoup de gens vivent en couple, mais peu de gens vivent une qualité de vie de couple. Moi, je constate qu'énormément de personnes qui sont en couple après de nombreuses années, la qualité n'est plus là. Ils restent en couple par habitude, par intérêt financier, parce qu'ils n'ont pas le courage de se séparer, parce qu'ils restent pour les enfants, parce qu'ils restent pour des conditions matérielles, mais ils ne restent pas en couple parce qu'ils sont heureux en couple. Donc moi, pour moi, le vrai défi, c'est de dire je suis en couple et c'est mon choix. Je ne suis pas en couple parce que je dois être en couple ou parce que je suis obligé d'être en couple. Je suis en couple parce que c'est mon choix. Je suis plus heureux en couple que seul, mais c'est mon choix. Mais même si j'étais seul, eh bien malgré tout, je trouverais une forme de bonheur et de bien-être. Il n'y a personne qui m'oblige d'être en couple. Je crois que c'est la pire des choses quand on se dit je suis en couple parce que je me sens obligé de rester dans mon couple. Je pense que ça doit chaque jour. Alors il y a des jours où on a peut-être moins envie, il y a des jours où c'est plus compliqué, ça peut arriver, mais c'est chaque jour, ou au moins régulièrement se poser la question, est-ce que je suis en couple par choix ou par obligation? Et vraiment, c'est l'idée d'être par choix. Maintenant, ce n'est pas toujours facile, et on peut faire le choix de la séparation, et dans certains moments c'est pertinent, mais dans d'autres moments, je trouve qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'observe dans la situation actuelle en Occident, c'est que les gens, je dirais, dès qu'ils commencent à avoir des obstacles, ils se disent bah, ok, on va arrêter, on va voir si on ne peut pas avoir mieux ailleurs. Et ça, je pense que c'est ce que j'essaye d'expliquer au couple que je suis. Ben, c'est un défi de vous dire finalement, est-ce que vous pouvez parfois mettre de l'énergie pour que ça fonctionne bien dans votre couple? Et du coup, la sexualité, est-ce que c'est un ingrédient qui est quand même important? Est-ce que tu penses qu'on peut se considérer en couple? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les gens perdent la sexualité au fil du temps. Oui. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de couples. Est-ce que c'est important d'avoir une sexualité épanouissante avec son ou sa partenaire pour justement avoir un couple solide? Ben, je peux me poser la question, à partir du moment où il n'y a plus de sexualité, c'est encore un couple? Ou bien ce sont deux amis, deux copains, deux potes qui vivent ensemble par habitude? Moi, je pense que quand on retire la sexualité d'un couple, pour moi, je me pose la question, est-ce encore un couple? En tout cas, dans le sens où je le comprends. Maintenant, chaque personne a des envies, des désirs sexuels qui sont différents, mais effectivement, l'idée pour moi, pour qu'un couple tienne sur le long terme, c'est aussi important d'avoir une certaine qualité de vie sexuelle. Et là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de misère sexuelle, beaucoup de personnes ont une sexualité qui est quand même assez médiocre, parce qu'ils ne mettent pas non plus l'énergie qu'il faut, qui très vite, ils tombent dans des routines, ils tombent dans des fonctionnements de moins en moins intéressants, et ça retombe effectivement, et puis ils vont éventuellement chercher de la sexualité à l'extérieur. Mais là aussi, je suis persuadé que quand on met la bonne énergie, qu'on a les bonnes connaissances, et qu'on a envie d'une vie de sexualité de qualité, on peut à n'importe quel âge, même au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie de couple, renouveler cela. Mais ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Merci en tout cas. Et du coup, est-ce que les règles pour les couples homosexuels, bisexuels sont un peu les mêmes règles de désir, de relation? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le même principe? Parce qu'on parle beaucoup d'hétérosexualité. Mon émission Marie au premier regard, c'est pour les hétérosexuels. Peut-être qu'on pourrait faire une émission sur les homosexuels ou bisexuels. Mais dans plusieurs pays, il y a également des couples homosexuels qui ont été formés par Marie au premier regard, notamment en Espagne. Donc, c'est pas que on a un a priori au départ, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire les choses différentes pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels. Moi, j'ai tendance à dire que les personnes homosexuelles ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres humains qui ont les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes désirs que les hétérosexuels. Donc, je dirais les règles du couple sont globalement les mêmes. Je pense qu'il y a l'énergie qu'on met dans le couple, le respect de l'autre, la qualité de la vie sexuelle, l'investissement. Le féminin, le masculin. Le féminin et le masculin est une des composantes des couples hétérosexuels, mais même dans les couples homosexuels, il y a parfois des composantes classiquement, alors masculin, féminin, c'est très difficile de le définir, parce qu'une bonne partie des études de genre le montrent que c'est une création de la société. Bien sûr, par exemple, porter une robe, on va dire c'est féminin, mais non, il y a des sociétés où les hommes portent des robes. Qu'est-ce qui est vraiment féminin, qu'est-ce qui est masculin? C'est difficile. Mais on va dire qu'il y a des archétypes masculins, donc il y a des comportements qu'on considère depuis très longtemps comme étant plutôt masculins. Et il y a des comportements qu'on attribue plutôt à la féminité. Et là, c'est vrai que même dans les couples homosexuels, parfois, on se rend compte qu'il y a certains rôles qui sont pris par l'un ou par l'autre et qui forment une dynamique plus ou moins fonctionnelle. C'est sûr, si on a deux énergies très masculines ensemble, deux énergies très féminines, ça ne matche pas. Ça ne va pas toujours être facile.
Même dans les couples hétérosexuels, hein, il y a parfois des hommes qui sont très féminins, avec des femmes très féminines aussi. Et même s'ils sont hétérosexuels, ça pose question. Je pense que l'idée, c'est d'avoir une espèce d'équilibre entre les deux. Ok. De le voir comme une richesse. Top, merci. Et une petite dernière question du coup, est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour être vraiment charismatique? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, dès la première rencontre, dès le premier regard, est vraiment charismatique? Pour beaucoup de personnes, tu as des gens comme ça qui sont vraiment des aimants à personne, qui sont très attirants. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont attirantes? C'est le sourire, c'est la confiance, c'est la façon de s'habiller. Est-ce que tu as un petit truc comme ça à nous partager pour... Je dirais que je vais peut-être vous partager un truc qu'on n'entend pas souvent, c'est la présence à l'autre. C'est-à-dire, si maintenant avec toi, par exemple, je suis pleinement présent, tu sens que je t'écoute à 100% pour toi, et que je t'écoute, pas juste que je parle, mais que je t'écoute et que je m'intéresse à toi, ça va me donner du charisme. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans la séduction, ils oublient ça. Ils se mettent en avant, ils vont parler d'eux, ils vont raconter toutes sortes de choses parce qu'ils pensent que c'est le charisme. Et c'est une base du charisme. Il y a des gens, effectivement, quand ils parlent, on les écoute. Mais le charisme, c'est aussi, et la séduction, c'est aussi avoir cette capacité d'écoute, vraiment être attentif à l'autre. Et même d'ailleurs, un bon conférencier est quelqu'un qui écoute son public. S'il voit que les gens commencent à s'endormir, il dit « je vais peut-être changer de sujet ». Et un mauvais conférencier, quelqu'un qui est centré sur lui. Donc je pense qu'un élément du charisme, c'est être centré sur l'autre. Et on peut le faire même quand on parle à l'autre, c'est d'écouter l'autre, de regarder son langage non verbal et d'être attentif à l'autre. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup moins de problèmes dans les couples si on est plus souvent attentif à l'autre et à ce que l'autre ressent. Quelles sont les émotions de l'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ok. Merci beaucoup Pascal. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin pour l'interview ou est-ce que tu en as assez dit pour aujourd'hui? Non, moi ça me fait vraiment plaisir d'échanger ça avec toi et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à se poser la question quelle énergie ils mettent dans leur vie de couple? Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir sur le couple? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre sur le fonctionnement du couple? Parce que l'amour, finalement, c'est un langage qu'on doit apprendre. Et on l'apprend tout au long de sa vie. Et plus on apprend, mieux on se connaît par rapport à l'amour, et bien plus on a de chance d'avoir une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Top, merci beaucoup en tout cas. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ils peuvent me suivre sur ma chaîne YouTube. Ils peuvent également me suivre sur mon site internet Pascal de Sutter. Okay. Voilà, c'est tout simplement, vous tapez Pascal de Sutter et vous avez mon site, vous avez ma chaîne, bien sûr. Et donc je donne beaucoup de cadeaux aux personnes qui me suivent, beaucoup d'informations parce que je trouve que c'est une belle mission que je partage avec ma collègue et compagne Julie Duchemin justement pour aider les hommes et les femmes à être plus heureux dans leur vie amoureuse et sexuelle. Top, merci beaucoup en tout cas Pascal. N'hésitez pas à partager l'interview, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à très très vite.